le Conseil n'a jamais le dernier mot. Et d'ailleurs, chez les politiques, lorsqu'on dit qu'on ne peut rien faire parce que le Conseil constitutionnel aurait dit telle ou telle chose, finalement, ce n'est rien d'autre que se réfugier derrière une autorité supérieure pour ne rien faire. Bonjour à tous, chers amis d'Omerta, bienvenue dans ce nouveau podcast Expression Libre, un podcast par Omerta. Aujourd'hui, je reçois Bertrand Saint-Germain, consultant, essayiste universitaire et élu local, qui sort en ce lundi 5 janvier La République des juges contre la nation et comment en sortir aux éditions du Verbo. Bonjour Bertrand Saint-Germain. Bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie. La première question va être toute simple. Par ce livre, qu'est-ce que vous voulez dénoncer ? Alors, paradoxalement, il ne s'agit peut-être pas seulement de dénoncer, puisque finalement, le juge, tout le monde le dénonce. Par définition, dès lors qu'il y a un procès, il y a un heureux et un malheureux. Et comme le malheureux ne peut pas admettre que c'est à cause de lui, c'est à cause du juge. Donc, au-delà de cette boutade, il y a évidemment une présence très forte du juge dans la société aujourd'hui. On va souvent demander au juge de trancher un certain nombre de questions. Et chacun de se lamenter sur des jurisprudences, sur des décisions qui peuvent apparaître contestables. Simplement, au-delà de ce coup d'état des juges, comme cela a pu être écrit, ce que je préfère appeler une république des juges, il y a la question, mais est-ce qu'on est obligé d'en rester là ? Est-ce qu'il faut se satisfaire d'un constat 1000 fois refait d'une trop grande présence, d'une trop forte présence du juge dans la société ? Ou est-ce qu'il y a des moyens de corriger cet état ? Et je crois qu'effectivement, en France, on n'y pense peut-être pas, mais de nombreux exemples dans le monde nous montrent que oui, on peut corriger cet état, parce que le juge, finalement, dans une république, est un pouvoir subordonné. Il est subordonné à l'intérêt général, il est subordonné à la nation, et ça, il faut le rappeler. Vous avez parlé rapidement du terme coup d'état des juges qu'on entend de plus en plus fréquemment. Pourquoi vous mettez une petite nuance par rapport à cette expression qu'on si utilisée, justement ? Alors, parler de coup d'état des juges, c'est une expression médiatique qui saute à l'esprit, mais techniquement, elle peut être un peu discutée. Tout simplement parce qu'il n'y a pas une organisation secrète de juges qui se réunirait le samedi matin pour décider ce qui va être fait dans les millions de décisions qui peuvent être rendues chaque année en France. Donc il n'y a pas un plan, il n'y a pas une direction, il n'y a pas des consignes. De ce point de vue-là, la formule de coup d'état des juges est plus médiatique qu'exacte. Voilà. Mais au-delà de ça, il y a une communauté d'esprit qui forme une république des juges, on aura l'occasion d'y revenir, qui fait que finalement, on va juger dans un certain sens. Et cela, on le voit, on l'observe, on le constate. C'est pas difficile de le voir. Vous écrivez donc dans votre titre que cette république des juges, elle est contre la nation. Qu'est-ce que vous entendez derrière ce terme nation ? C'est le peuple, c'est tout l'ensemble de la République, c'est toutes les institutions ? C'est la communauté politique organisée, puisque le principe de toute souveraineté, nous rappelle-t-on depuis la Révolution, réside par essence dans la nation. Eh bien, cette nation, c'est un corps politique souverain, un corps politique organisé, qui s'exprime par le peuple, par ses représentants. Eh bien, c'est elle qui a le dernier mot, puisqu'en démocratie, on ne saurait avoir raison contre le peuple, par définition. Et un aéropage de juges n'est pas fondé à décider à la place du peuple. Et on ne le répète pas assez, mais le juge, finalement, ne dispose, quelle que soit la question, que d'un pouvoir d'avant-dernier mot. Quelle que soit la solution qui sera la sienne, eh bien, elle peut être dépassée par un recours au souverain, qu'il s'agisse de la loi, de la révision de la Constitution ou du recours au peuple directement. Est-ce que vous séparez un peu les juges d'en haut et les juges d'en bas ? Les juges d'en haut, comme on voit le Conseil constitutionnel, même les condamnations de politique, et les juges d'en bas, ceux que les gens côtoient de temps en temps et qui trouvent qu'ils ne sont pas assez forts, qui sont trop laxistes envers certains délinquants. Est-ce que ces deux castes de juges sont liés ou alors ils sont vraiment séparés ? Je vous dirais que petit juge deviendra grand. Oui.
Donc, effectivement, plus on grimpe dans les sommets de la hiérarchie judiciaire, qu'il s'agisse du Conseil d'État, de la Cour de cassation, a fortiori du Conseil constitutionnel, au regard des questions tranchées, les enjeux seront politiques. Et quand la question n'est pas directement politique, elle le sera indirectement. Simplement, tout le corps judiciaire, qui est un corps finalement, quand je dis judiciaire, j'inclus aussi les magistrats administratifs, on est sur une caste relativement peu nombreuse. On a environ 11 000 juges en France. C'est finalement assez peu. Simplement, ces 11 000 juges, eh bien, ils sont formés de la même manière. Ils viennent pour l'essentiel du même milieu, on aura l'occasion d'y revenir. Et finalement, ils expriment de manière intuitive, automatique, je dirais, les présupposés de la caste dominante d'aujourd'hui. Voilà, c'est en ce sens, ce sont les mêmes. Après, cela reste des hommes et surtout des femmes. Et il y a dans chacun d'entre eux, chacun d'entre elles, eh bien, la possibilité de l'autonomie, de l'indépendance, de l'impartialité. Mais il est certain que ce n'est pas la religion la plus présente chez eux que celle de l'impartialité et de la neutralité. Et est-ce que vous pensez qu'ils suivent un agenda, ou alors ils sont comme ça, donc ils vont agir de cette manière, par leur formation, par d'où ils viennent? Alors, pour l'essentiel d'entre eux, c'est ce qui me faisait dire tout à l'heure qu'il n'y avait pas de coup d'État en tant que tel, il n'y a pas d'agenda organisé. Maintenant, sur les décisions les plus symboliques, il y a une volonté de se servir d'une décision. Si l'on regarde le Conseil d'État, la décision Nicolot de 1989, c'est une décision par laquelle le Conseil d'État reconnaît que, quoi qu'il en soit, le droit européen l'emporte sur le droit national. Eh bien, on sait aujourd'hui, de l'aveu même de l'un des juges à l'origine de la décision, que cela faisait plusieurs semaines, plusieurs mois que le Conseil d'État cherchait une affaire qui lui permettrait d'affirmer cette supériorité du droit européen sur le droit national. Voilà, de la même manière, en 1993, lorsque Robert Badinter est au Conseil constitutionnel, il se sert de la loi Pasqua sur l'immigration pour avancer un certain nombre de mesures et limiter pour l'avenir les possibilités de réaction de l'Assemblée nationale et du Sénat en matière de flux migratoires. Voilà. Donc oui, il y a, dans certains cas, un agenda qui s'exprime. Mais on ne saurait faire cela de toutes les décisions. Et justement, qu'est-ce qu'on pourrait dire sur le Conseil constitutionnel, la Cour constitutionnelle, qui se dit même qu'il serait capable de déclarer anticonstitutionnel un référendum où le peuple aurait voté? Cela, elle le prétend. En 1962, le Conseil constitutionnel s'est incliné devant la volonté du peuple exprimée. Il est quand même tout de même difficile de dire que la volonté exprimée du peuple ne serait pas exacte, ne serait pas pertinente, parce qu'elle n'aurait pas utilisé les voies juridiques parfaitement exactes. Un grand juriste français, René Capitan, le père intellectuel de la Constitution de 1958, rappelait que le peuple étant souverain, il est libre quant aux moyens qu'il va utiliser, y compris si celui-ci n'était pas prévu. C'est le principe même que nécessité fait loi de toute façon. Donc de ce point de vue-là, le Conseil constitutionnel, il faut lui rappeler, il n'a qu'un pouvoir d'avant-dernier mot. Il n'a jamais le dernier mot. S'il a le dernier mot, c'est précisément parce que les gouvernants n'ont pas souhaité reprendre la main. Nous évoquions il y a un instant la décision de maîtrise de l'immigration construite par Robert Badinter en 1993. On reste sur cette décision, mais on oublie que l'épilogue de cette affaire, c'est 2 mois plus tard, lorsque la Constitution est révisée par l'Assemblée nationale et le Sénat, précisément pour casser la décision du Conseil constitutionnel. Donc, ça a été fait, c'était sur la réforme du droit d'asile. Cela donc a été fait en 1993. Et finalement, si on regarde la chronologie, on a une loi qui est votée fin juillet. Le 22 août, la loi est censurée par le Conseil constitutionnel. Et début novembre, la disposition s'applique en France suite à une révision de la Constitution effectuée par le Congrès réunissant l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc oui, il y a la latitude de passer outre l'opposition du Conseil. Le Conseil n'a jamais le dernier mot. Et d'ailleurs, chez les politiques, lorsqu'on dit que
on ne peut rien faire parce que le Conseil constitutionnel aurait dit telle ou telle chose, finalement, ce n'est rien d'autre que se réfugier derrière une autorité supérieure pour ne rien faire. De la même manière, c'est un jeu malfaisant que l'on fait aussi parfois avec l'Europe en disant « Ah, on ne peut pas, c'est l'Europe ». Si on reste là-dessus, l'Europe, elle permet tout à la fois les lois hongroises en matière d'immigration, et c'est aussi sur ces lois européennes, ces règles européennes, que le Conseil constitutionnel avait censuré l'amendement Philippines. Voilà, donc c'est un peu facile de tout rejeter toujours sur l'Europe, ça permet aux gouvernants de se dédouaner. Et comment ce Conseil constitutionnel est devenu dans l'esprit des gens, des politiques, cette instance suprême indépassable et indépassée presque? Alors, la chose s'est faite au tournant des années 70, tout au long des années 70, ça résulte de plusieurs choses. Il y a finalement tout un discours qui est le fait du Conseil constitutionnel lui-même, qui a été également le fait des médias, qui est également le fait des partis politiques. Pour les partis politiques d'opposition, finalement, c'est le moyen de dire que les gouvernants n'ont pas le dernier mot. Puisque, pour ces politiques, dès lors qu'une loi entre en discussion à l'Assemblée et au Sénat, la messe est dite, la fin du jeu est connue, la majorité l'emportera parce qu'elle est majoritaire. Donc ici, il y a pour ces opposants l'idée d'obtenir en quelque sorte sur tapis vert une victoire qu'ils ne peuvent pas avoir lors des votes à l'Assemblée. De la part du juge constitutionnel, c'est également un discours qui permet de se valoriser. Le Conseil constitutionnel avait longtemps très mauvaise réputation en France. François Mitterrand évoquait le plus domestique des animaux domestiques qu'une poignée d'avoine fera rentrer à l'écurie. Donc il y a plus respectueux. Eh bien là, pour le Conseil, c'est une manière d'apparaître comme une véritable Cour suprême, à l'instar de la Sainte Cour suprême américaine. Donc on se rehausse. Et pour les médias, eh bien, on est ici dans une valorisation idéologique de ce qu'on appelle l'état de droit, et que j'appellerais plutôt le pseudo-état de droit, puisque l'état de droit, finalement, aujourd'hui, c'est l'état de droit tel que le juge dit ce qu'il est. Il n'y a pas de lexique de l'état de droit qui nous dirait ce qu'est l'état de droit ou pas. L'état de droit, c'est le respect des lois votées par le peuple et ses représentants. Donc ici, on a cette, je n'ose parler de conspiration, mais il y a ce triple mouvement des opposants, des juges eux-mêmes, des médias, pour présenter cet aéropage supérieur que serait le Conseil constitutionnel. Et puis, il y a enfin, comme on l'évoquait, le fait que pour les gouvernants, des fois, c'est pratique de dire « Ah, on ne peut pas, le Conseil constitutionnel l'a interdit ». Ce qui est une manière de se dédouaner vis-à-vis de ses électeurs d'une réforme que l'on ne souhaiterait pas. Et ça s'est vu là aussi à de très nombreuses reprises depuis une trentaine d'années. Voilà, où on se réfugie derrière le discours du Conseil pour refuser de faire quoi que ce soit. Voilà. Pour revenir sur l'état de droit, Bruno Retailleau avait déclaré il y a peu, quand il était ministre de l'Intérieur, qu'il n'était pas indépassable. Ça avait fait scandale. Qu'est-ce que vous en pensez à la lumière de... La formule de M. Retailleau était peut-être un peu maladroite, et puis elle a été délibérément détournée. Simplement, l'état de droit au départ, c'est l'idée que l'État, dans son action, respecte le droit. Par exemple, lorsque quelqu'un est arrêté, son maintien en détention doit être décidé par le juge. Voilà, c'est pas une pure mesure administrative. Rien de neuf sous le soleil, ça figure dans l'Habeas Corpus en 1679, c'est repris également dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 89. Donc ça semble assez logique. L'État, lorsqu'il agit selon les règles du droit. Mais le contenu concret de cet état de droit, il n'est défini nulle part. Typiquement, en quoi serait-il contraire à l'état de droit de maintenir en détention quelqu'un sur le territoire, dans le cadre des OQTF ? On a quelqu'un qui se maintient irrégulièrement sur le territoire, qui doit être reconduit à la frontière. Dans l'attente de ce moment-là, eh bien, il est retenu. C'est une loi qu'il a décidée, et en maintenant la personne en rétention, l'État agit conformément au droit. On est dans le respect de l'état de droit. C'est-à-dire que cette notion d'état de droit a des contours qui ne sont définis nulle part. Voilà. Donc l'appel à l'état de droit, lorsqu'il le fait du juge ou parfois du politique, mais l'appel à l'état de droit, c'est un appel du juge à lui-même
pour déterminer les limites de l'acceptable et de l'inacceptable, que lui, juge, va fixer, alors qu'il n'a aucune compétence pour cela. Le juge est un pouvoir subordonné. Voilà. Donc il y a un coup d'État juridique à évoquer l'état de droit pour censurer ici l'action des gouvernants voulue par le peuple. Saint Thomas d'Aquin définissait la justice comme le fait de rendre à chacun ce qui lui est dû. Oui. Est-ce que cette notion, c'est celle que s'en fait le pouvoir judiciaire aujourd'hui? Sans doute pas totalement. Et alors saint Thomas reprend cela, il reprend les anciens, la formule du digeste. C'est le digeste, c'était le dictionnaire, les tables, l'encyclopédie. Voilà, je cherche le nom des règles juridiques en vigueur au moment de l'Empire, à la fin de l'Empire romain. Et ce digeste, on pourrait dire ce code justinien, commençait par cette formule le droit est l'art du juste et de l'équitable. C'est rendre à chacun ce qui lui est dû. C'est-à-dire que finalement, dans une affaire en justice, il y a un litige, il faut le trancher, l'un prétend avoir raison, l'autre le conteste. Eh bien, le juge écoute les parties et finalement, en fonction de ce qu'il a entendu, va trancher dans le sens qui lui paraît juste et équitable. Alors, on peut penser qu'effectivement, aujourd'hui, beaucoup de juges vont agir ainsi, en fonction des arguments qui leur seront donnés par les parties au procès, mais aussi en écartant tel ou tel moyen, en soulevant de nouveau, eh bien, le juge, finalement, exprime ce qui est sa propre vision idéologique de la justice. Et plus l'affaire est sensible, plus cela va se retrouver, oui. Voilà. Pour revenir un peu sur l'histoire du droit en France, Montesquieu parlait des trois pouvoirs qui devaient être équilibrés et qui disait qu'un jeu de poids et de contrepoids. Oui. Qu'en est-il actuellement? Est-ce que les trois pouvoirs sont équilibrés comme il le faudrait? Alors, c'est très intéressant parce qu'on cite toujours Montesquieu, notamment sur ces trois pouvoirs, en oubliant ce que Montesquieu en dit réellement. Parce que lorsque Montesquieu étudie les trois pouvoirs, c'est justement en écartant dès le départ le judiciaire de l'action politique. Parce qu'il dit, si le juge était lié à l'exécutif, ce serait une tyrannie, et s'il était mêlé au législatif, c'est lui-même le juge qui ferait les lois. Et donc, dans son étude du judiciaire, Montesquieu écarte le juge. Et il dit notamment qu'il ne faut, ce qui est paradoxal quand on sait que lui-même était magistrat, mais il écarte les juges professionnels. Son souhait va vers des juges à l'image de la République athénienne, où l'on était élu pour être juge et l'on était élu à temps. Donc, dans l'organisation des pouvoirs que décrit Montesquieu, alors Montesquieu, il est fasciné par l'Angleterre dans ce XVIIIe siècle, mais les trois pouvoirs de Montesquieu, ce sont essentiellement l'exécutif, le législatif représentant le peuple et le législatif représentant la noblesse. Montesquieu vise à décalquer le modèle anglais des lords, des communes et du roi vers la France. Et le juge, il s'en méfie. On cite beaucoup Montesquieu. J'ai tout un développement où j'analyse exactement ce que dit Montesquieu. Montesquieu appelle à se méfier du juge. Et pourquoi il le dit qu'il faut se méfier du juge? Eh bien, il appelle à se méfier du juge, peut-être le dit-il, parce que Montesquieu, dans la recherche du gouvernement équilibré, du gouvernement modéré, et finalement, donner tout pouvoir au juge, pour lui, c'est extrêmement dangereux. Parce que finalement, le juge trancherait les litiges selon ses propres sentiments et non plus selon le droit. Voilà, il ferait œuvre créatrice de son action alors que ce n'est pas son rôle. Et d'ailleurs, au moment de la Révolution, beaucoup de choses vont s'exprimer contre l'organisation de la justice telle qu'elle fonctionnait à la veille de l'Ancien Régime, c'est-à-dire une situation dans laquelle le juge, finalement, s'érigeait ou prétendait s'ériger comme législateur suprême, arbitre des élégances, en lieu et place même du roi, en oubliant que le juge n'avait de pouvoir de trancher que parce que le roi le lui donnait. Voilà, on a toute une réaction qui se fait au moment de la Révolution contre cette prétention de la justice à s'ériger maître de toutes choses. Et à beaucoup d'égards, j'ai pu l'écrire, nous sommes en 1788, parce qu'à beaucoup d'égards, cette prééminence de la justice est largement contestée. Et on a vu que lors de la Révolution, beaucoup de choses se font contre cette prééminence de la justice. Alors,
de manière symbolique lorsque Robespierre écrit qu'il faut effacer le mot de jurisprudence de notre langue. Et puis toute l'architecture constitutionnelle de 1791, on est encore en royauté, il ne faut jamais l'oublier. La Révolution ne met pas fin à la monarchie en 89. Eh bien, on prévoit l'élection des juges. On ne veut plus de ces juges imbus de leur suffisance et de leur robe que l'on a vu fonctionner sous l'Ancien Régime. Bon, les juges reviendront, ils ne partiront pas totalement. Mais il y avait cette intuition qu'il fallait les ramener à leur juste place. Donc d'où vient cette idée qu'on peut se faire justement du troisième pouvoir, qui est le pouvoir judiciaire et qui est à égalité avec le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif? Alors, souvent, on a peu lu Montesquieu, on s'est contenté de le citer, donc ça explique assez largement cette contre-intuition. Ensuite, il est clair que dans l'ordre social, le juge est celui vers qui l'on se tourne. Dès lors qu'il y a un contrôle de constitutionnalité, dès lors qu'il y a des affaires qui ne sont pas tranchées socialement, c'est le juge qui va le faire. Tenez, si on se souvient d'un bref exemple, en 1979, c'était il y a longtemps, mais c'est le moment où apparaît la première naissance issue d'une fécondation in vitro, c'est Louisa Braun. Bien. En France, ce sera Amandine 2 ans plus tard. Ça veut dire qu'à partir de 81-82, il y a la possibilité de reproduire la vie in vitro et ensuite de transplanter des embryons. Bien. Et dès ce moment-là, dès 1982, on va avoir ce qu'on n'appelait pas encore les gestations pour autrui, c'est ce qu'on appelait les mères porteuses. Bien. Cela, ça intervient dès 82-83 en France, et les gens, entre guillemets, font les choses bien. Ils essayent de se border juridiquement. Ils font des contrats signés devant le notaire en expliquant les droits de la mère porteuse, les droits des parents, les sommes qui vont être réglées. Bon, très bien, tout va bien, puisque le principe en France, c'est que, dans un pays libéral, c'est que dès lors qu'une chose n'est pas interdite, elle peut être mise en œuvre. C'est même pas qu'elle est autorisée, c'est qu'on agit librement. Évidemment, dès 84-85, se sont produits les premiers litiges, c'est-à-dire que des mères ayant donné naissance eh bien, ont voulu garder cet enfant qui était aussi le leur. Et là, les parents sont allés en justice en demandant qu'on respecte le contrat. On est en 85, et là, la question se pose. Est-ce qu'on applique le contrat? On rend l'enfant à ses parents? Est-ce qu'au contraire, on le laisse à sa mère? Et ici, on est en 85, la loi qui interdira le recours aux mères porteuses interviendra en 93. Et donc le juge est tout seul. Il est confronté à une demande, que fait-il? Cela remontera à la Cour de cassation. La Cour de cassation dira que la gestation pour autrui n'est pas possible en France, les contraires au droit. On peut s'en réjouir, on peut le regretter, mais ce qui est intéressant de noter, et le juge est obligé de trancher ici. Le Code civil dit bien que le juge qui ne trancherait pas la question qui lui est donnée fait un déni de justice. Simplement, ici, c'est le juge qui tranche. Alors, le législateur peut reprendre la main, il le fera ici en 1993, mais le législateur, en quelque sorte, arrive toujours trop tard. Le juge est le réceptacle direct des attentes sociales, des revendications, et des manipulations politiques aussi, parfois, quand des lobbies saisissent le juge pour obtenir telle ou telle décision. Voilà, ce sont des choses qui existent, hein. On n'est pas dans le monde des bisounours. Voilà. Cette république des juges contre la nation, est-ce qu'elle est propre à la Ve République? Ou est-ce qu'il y a eu la Ve République et après une évolution lente vers cette république? Alors, elle trouve dans la Ve République les sources de sa construction aujourd'hui, avec plusieurs étapes. Première étape, sans doute, c'est la création de l'École nationale de la magistrature. Deuxième, c'est-à-dire le fait d'imposer un cursus aux futurs magistrats. C'est à quel moment ça? C'est 1958. D'accord. Oui. Voilà, on la crée en tant que telle, avec changement d'organisation de la justice. 1968 va amener un début de politisation de la justice. Juin 68, c'est la création du syndicat de la magistrature. 1980 va avoir un effet extrêmement fort, puisque Robert Badinter va installer le syndicat de la magistrature, c'est-à-dire concrètement un syndicalisme d'inspiration marxiste, au sein des allées de la chancellerie, c'est-à-dire que Robert Badinter confie à ces juges marqués par la pensée d'extrême gauche, la pensée marxiste,
leur confie la carrière des magistrats, l'école de la magistrature, l'école de l'administration pénitentiaire, et à partir de là, ensuite, on ira constamment dans le même sens, il n'y aura pas de reflux, pas de mouvement en arrière. Et on le voit aujourd'hui, dans des choses finalement très nettes. Il ne suffit que de lire le nom des promotions de l'école de la magistrature. Ça reflète bien l'état d'esprit de ceux qui deviennent les magistrats français. On a eu quoi comme exemple de nom Là, la dernière promotion de la syndicat de la magistrature, jusqu'au dernier moment, celui qui était le challenger, après avoir écarté dans les premiers tours le nom de promotion Gaza, on a eu le procureur du tribunal pénal international qui avait donc mis en cause, inculpé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Donc ici, on est dans de l'idéologie. Il y en a un certain nombre comme cela. Ici, ça reflète la pensée dominante des magistrats. Mais c'est pas étonnant. Ces magistrats, on ne le sait pas, mais pour pratiquement les 3/4 d'entre eux, entre les 2/3 et les 3/4, ne sont pas issus de formation juridique. Les magistrats, pour l'essentiel, sont issus de Sciences Po. Alors, ils font du droit, et certains d'ailleurs deviennent juristes. Mais il n'y a qu'à lire, par exemple, les rapports du concours de la magistrature qui sont établis chaque année par le président du jury. Le président du jury déplore le faible niveau juridique des candidats. Les candidats à la magistrature, aujourd'hui, et c'est ouvert à tout le monde de le vérifier, ont de meilleurs résultats en culture générale qu'en droit des affaires. Ils sont essentiellement issus des classes dominantes de la société. Ils ont un prêt à penser intellectuel qui est celui que l'on voit aujourd'hui trop souvent à Sciences Po. Ce n'est pas le cas de tous les étudiants qui en sortent, mais c'est le cas de beaucoup. Eh bien, ces gens-là, ensuite, intègrent la magistrature, et si tous n'en meurent pas, tous en sont frappés. Voilà, donc, cet esprit, finalement, est présent, et il est renforcé par les cours. Alors, c'est l'idéologie pénale de ce qu'on va appeler la défense sociale nouvelle. La défense sociale nouvelle, elle est issue de la pensée d'un magistrat. C'est finalement une pensée qui pense qu'il vaut mieux que le délinquant ou le criminel sont d'abord des victimes avant d'être les auteurs de monstruosités. Et que l'objectif doit être sans doute la rédemption du délinquant et du criminel. Ce qui est louable en soi, mais néglige sans doute un peu trop la nécessité de protéger la société et la victime. Donc ça, c'est vraiment dans l'école de la magistrature. Ah oui. Et puis au-delà de la magistrature, c'est de toute façon dans l'enseignement du droit en général. Toutes les facultés de droit, par exemple, tous les cours de droit pénal sont marqués par cette idéologie. Par l'idée que la légitime défense n'est pas possible, alors même qu'elle est légitime, c'est son nom. On cherchera à la mettre en œuvre de manière restrictive. Voilà, ça c'est un courant intellectuel qui est très présent et qui infuse doucement dans la formation des magistrats, à tel point qu'on a eu des affaires. Il y a eu des affaires ici à Paris, où un magistrat a été écarté parce qu'il sanctionnait trop sévèrement. Alors même que ce n'était pas lui qui sanctionnait, puisque les sanctions pénales étaient faites par 3 magistrats. Les décisions de justice étaient rendues. Mais il y a eu campagne dans Libération, campagne dans la presse, mettant en cause la sévérité de ces jugements. Eh bien, évidemment, le ministère de la Justice n'a rien fait pour le soutenir. Et ça, des exemples comme ça, les couloirs des palais de justice en sont pleins. On ne médiatise pas parce qu'on est feutré, mais cette influence, elle est présente, elle est réelle, elle est permanente. Et de la part des magistrats, ceux-ci intériorisent ce que doit être leur pensée. Il y a des bonnes victimes et des mauvaises victimes. Et ça donne ce que l'on voit tous les jours et que l'on déplore évidemment. Mais on peut y mettre fin. Dans cette évolution vers la République des juges, est-ce qu'il y a eu un moment une rupture, une décision de justice, un moment où il y a vraiment eu ce changement, ou alors c'est vraiment quelque chose d'insidieux et de lent qui s'est produit au fur et à mesure, selon vous ? On a, je pense, une sorte d'effet cliquet. C'est de la même manière lorsqu'on cherche à savoir quand est-ce que commence la guerre de 14, au-delà des premiers coups de feu. Il est toujours difficile de dater précisément un événement historique en disant tiens, là on est en amont, là on est en aval. Mais il y a des grandes dates. Je parlais du Conseil d'État tout à l'heure. Lorsque le Conseil d'État, en 1989, décide
de se soumettre au droit européen en écartant le droit français à son profit, c'est une forme de bascule qui pourrait être justifiée et expliquée, le problème, mais c'est une bascule. Lorsque le Conseil constitutionnel développe sa jurisprudence, ou développe par ses jurisprudences, une à une, un contrôle plus étendu de la loi, peut-être chacune de ces jurisprudences ne montre pas de rupture, mais quand on les voit sur 10 ans, la rupture, elle a lieu. Tenez, si je peux prendre cet exemple un peu amusant, on a tous vu ce paquet de bonbons qui nous aide l'œil. Et on se dit, dans le paquet de bonbons, j'en prends un, ça ne se verra pas. Et effectivement, ça ne se voit pas. Et comme ça ne se voit pas, qu'est-ce qu'on fait ? Continue. On en prend un deuxième, et ça se voit toujours pas. Sauf qu'il y a un moment, ça se voit. Eh bien, sur cet effet des jurisprudences, je crois qu'il y a un peu cette dimension. Une jurisprudence va être justifiée techniquement, eu égard à l'affaire, sauf qu'elle s'inscrit dans un mouvement, dans une continuité, et la succession de ces jurisprudences amène à un moment où on dit, mais là, on est allé trop loin, sans qu'elle n'apparaisse en rupture profonde avec la jurisprudence immédiatement antérieure. Et ça, c'est un mouvement que l'on voit se dessiner, et qui aujourd'hui, effectivement, quand on a mon grand âge, permet de reculer un petit peu et de se dire, mon Dieu, mais d'où vient-on ? Comment en est-on arrivé là ? Et est-ce que le ministère de la Justice a une influence sur toute cette évolution ? Est-ce qu'il est quand même dans l'exécutif il est un peu à mi-chemin ? Il fait les carrières. Il fait les carrières. Et là, dans la carrière des magistrats, il y a d'abord malheur à celui par qui le scandale arrive. On sait comment être noté. Il y a des mutations dont on ne veut pas. Cela n'est écrit nulle part, évidemment, mais les carrières ne sont pas les mêmes quand on est nommé à l'administration centrale du ministère de la Justice ou au tribunal des affaires sociales dans un coin moins reluisant de la France. Voilà, je n'en cite aucun, je ne peux pas me faire d'ennemis, mais chacun en voit spontanément. Il y a des mutations où l'hermine brille plus qu'ailleurs. Voilà, et les magistrats l'intériorisent. Ils développent aussi des plans de carrière, pour un certain nombre d'entre eux. Hein. C'est humain, d'ailleurs. Hein. Voilà, et tout cela, oui, est orchestré par la chancellerie du ministère de la Justice. Il y a également les passages en cabinet ministériel, qui sont de grands accélérateurs de carrière. C'est encore plus visible du côté du Conseil d'État, mais on le voit aussi du côté des magistrats judiciaires. Lorsque vous avez tel ou tel membre du Conseil d'État, tel vice-président, tel président de section qui sort d'un travail au cabinet d'un ministre, il est difficile de penser que d'abord qu'il a été choisi de manière totalement arbitraire et aléatoire au cabinet du ministre, et qu'il n'a plus les amitiés et les sensibilités qui étaient les siennes lorsqu'il revient dans une fonction de justice. J'encourage d'ailleurs tout le monde à se pencher un peu sur la généalogie de ces magistrats, de voir d'où ils viennent. Tenez, si l'on prend un exemple amusant, on a parlé il y a quelques mois de l'affaire de la croix de Cascara, vous vous souvenez peut-être, cette croix érigée sur le territoire communal, dont finalement le juge administratif à Bastia avait mis en avant le fait qu'elle aurait été érigée contrairement au principe de la loi de 1905 sur la laïcité. Quand on gratte cette affaire, on s'aperçoit que celui qui a orchestré la décision est un juge administratif, qui a fait l'ENA, très bien, mais dont on s'aperçoit que c'est un oligarque de la CGT. C'est un haut représentant syndical de la CGT. Et quand on décortique l'affaire, on s'aperçoit que finalement, il prend le contre-pied systématique de l'argumentation de la mairie qui défendait la manière dont la croix avait été réinstallée en remplacement de croix plus anciennes. Ce haut responsable syndical de la CGT les écarte du revers de la manche en expliquant la mairie ne l'explique pas, ne le justifie pas assez. Ici... Il y a de quoi remettre en doute. Disons qu'on peut s'interroger. Hein, loin de moi l'idée de remettre en cause la neutralité de la justice, mais quand il y a un faisceau d'indices de cette manière, on peut s'interroger. D'ailleurs, certains pays le font, on ne le fait pas en France, mais il y a des pays où on peut connaître les déclarations d'intérêt des magistrats.
savoir dans quel club ils agissent, s'ils font du sport, s'ils font de la politique, s'ils appartiennent à une église, à une obédience. La Roumanie le permet et chaque citoyen peut accéder sur Internet pour savoir qui est ce magistrat. Alors ceci, ça ne changerait pas fondamentalement les choses. Quelqu'un qui aurait le mal en lui, qui voudrait frauder et se montrer neutre et partial, il réussirait parfaitement. Mais l'exposition du profil des juges est sans doute intéressante. Oui, on gagnerait à y réfléchir. C'est ce que l'on voit dans de nombreuses autres démocraties. La Roumanie, les États-Unis. C'est amusant que là, les juges se montrent extrêmement frileux sur ces évolutions. Ouais. Je ne sais pas pourquoi. Et les juges, est-ce qu'ils sont des bouches de la loi, actuellement ? Ils sont les bouches qui interprètent la loi. Montesquieu souhaitait justement qu'il se limite à l'application de la loi, ce que souhaitait aussi la Révolution en demandant qu'en cas de doute, le juge saisisse l'Assemblée pour savoir quelle devait être la bonne interprétation. Dans les faits, aujourd'hui, le juge va interpréter, savoir si concrètement telle loi s'applique à tel cas particulier. Tenez, pour vous donner un exemple qui sera... On a interdit de fumer dans les lieux publics, sur les quais de gare. Et il y a quelques années, suite à cette loi, un client de la SNCF a été verbalisé pour avoir vapoté sur un quai de gare. Voilà, il a reçu son amende, et là, il l'a contesté. Mais le motif de son argumentation était celui-ci, vapoter, ce n'est pas fumer. Le juge, dans cette affaire, a considéré qu'il avait raison, et qu'on ne pouvait pas appliquer l'interdiction de fumer au fait de vapoter. C'est le juge qui a choisi la définition. C'est le juge qui a eu ici une interprétation restrictive de la loi. Quelques semaines plus tard, un arrêté ministériel est sorti qui a incriminé spécialement le fait de vapoter. Mais ici, dans le silence ou le doute de la loi, c'est le juge qui a tranché. Et c'est lui qui en a fait l'interprétation. Est-ce qu'à l'heure actuelle, le juge pourrait dire... Je sais pas, j'attends qu'il y ait une décision, ou est-ce qu'il est forcé de décider, justement ? L'article 4 du Code civil lui fait obligation de trancher. Oui. Simplement, il est pris entre... Oui, non, mais le juge n'est pas le seul responsable de ça. C'est au gouvernant et au pouvoir politique de reprendre la main là-dessus. Il y a pas de... On ne peut pas accuser le juge à tort et à travers. Le juge doit trancher. Si on reprend l'exemple des mères porteuses dont je parlais tout à l'heure, le litige est en 85... On n'imagine pas que le juge dise « Ah écoutez, j'ai pas de loi, attendez, rentrez chez vous, quand il y aura une loi, je vous rappellerai. » La loi est arrivée 8 ans plus tard. Et 8 ans plus tard, de toute façon, il aurait fallu prendre des mesures provisoires. Oui. Vous voyez, donc le juge est dans l'obligation de trancher. La société l'exige. Il faut régler le litige au plus tôt. Voilà. Mais il a une marge de manœuvre qui lui donne de fait un grand pouvoir sur la détermination du droit et de l'état des mœurs dans la société. Dans le cadre de condamnation, je prends l'exemple de celle de Marine Le Pen, par exemple, est-ce que c'est les juges qui sont trop indépendants, ou est-ce que justement c'est parce qu'ils sont soumis au pouvoir politique qui leur aurait ordonné directement ou non justement cette condamnation ? Alors, d'abord, si une partie du personnel politique devait ordonner ce genre de choses, on se doute bien qu'il n'y aurait pas de trace écrite. Oui, bien sûr. Personne ne pourrait le dire, ce serait mettre en cause la juridiction, mettre en cause des gouvernants. Gageons qu'il y aurait ensuite des récompenses en termes de nomination ou de promotion. Ou alors les juges qui espéreraient plus tard en faisant cette... Voilà. Maintenant, et là, de ce point de vue-là, il y a un point commun, par-delà toutes les différences, entre non pas seulement la condamnation de Marine Le Pen, mais surtout l'exécution provisoire décidée de sa sanction, et celle de Nicolas Sarkozy. On a affaire à des juges qui, incontestablement, voulaient, mettons des guillemets, se faire des politiques. La politique de Nicolas Sarkozy est sans doute, par certains égards, contestable. Pour cette affaire-là, l'exécution provisoire et la détention ne se justifiaient absolument pas. Et dans l'affaire de Marine Le Pen, avec son procès qui commence le 12 janvier, en appel, le fait d'assortir le jugement de première instance d'une exécution provisoire est une tentative d'assassinat politique. Quoi que l'on puisse reprocher dans cette affaire éventuellement à Marine Le Pen. Mais quand le juge dit, finalement, critique le fait que Marine Le Pen n'ait pas reconnu avoir été coupable, quelqu'un qui est poursuivi au pénal a quand même le droit
de ne pas considérer être coupable. On n'est pas obligé d'être d'accord avec le procureur qui vous accuse. Et donc, en assortissant sa décision d'une exécution provisoire, le juge a tout fait pour assassiner politiquement Marine Le Pen. Alors même que le Conseil constitutionnel, quelques semaines auparavant, avait donné au juge la possibilité d'éviter cela en expliquant qu'on pouvait écarter l'exécution provisoire si celle-ci avait pour effet de remettre en cause la libre expression démocratique des idées politiques. Oui, donc il y avait les outils nécessaires. Il y avait cette possibilité-là. Le juge, à dessein, l'a écarté et à dessein a condamné Marine Le Pen à l'exécution provisoire. C'est-à-dire, concrètement, à ruiner de toute portée politique pratique la décision, la suite de la procédure et l'appel qu'elle ne manquerait pas d'interjeter. Voilà. Et on a cette affaire qui va être jugée à partir du 12 janvier, qui va évidemment venir polluer toute la campagne électorale des municipales qui s'annoncent, avec des enjeux, bien sûr, qui vont dépasser. Voilà, ça c'est... Oui, le juge a, ou ces juges, pas le juge, il ne faut pas essentialiser, mais ces juges ont pris une décision politique et ils en étaient parfaitement conscients. Et il y a une accélération de cette politisation, de cette République des juges en France ? Eh bien, à mesure, je pense qu'à mesure que les juges sentent qu'il y a une distance de plus en plus grande entre le peuple, entre les gueux et eux, eh bien, on a un raidissement. On en a quelques exemples un peu partout en Europe. Lorsqu'on va interdire à des candidats de se présenter en Allemagne, en Roumanie, lorsqu'on libère des délinquants de droit commun, en Grande-Bretagne, on en a libéré plus de 500 pour faire de la place en prison pour des gens condamnés et envoyés en détention pour des tweets. Ouais. Tweets que l'on peut regretter, alors même qu'on a une philosophie pénale qui dit qu'il faut éviter l'enfermement. On a quand même des pères de famille qui ont été envoyés en prison, en détention plusieurs mois pour des tweets, alors critiques, qui relèvent peut-être plus de propos familiers, de la sphère privée et contestables d'ailleurs, mais qui ne méritent peut-être pas la prison. On a eu à Paris il y a quelques semaines des gardes à vue décidées, 48 heures de garde à vue pour des gens à l'issue d'une flash mob sur le parvis des droits de l'homme. Jean-Hugues Gana. Jean-Hugues Gana, pour une vidéo sur Twitter, s'étonnant de l'attitude d'un certain nombre de migrants devant les portes d'un grand magasin. Donc oui, il y a un raidissement très net de la justice. Ça, c'est de plus en plus présent. Et ça ne pourra qu'augmenter au fur et à mesure qu'il y aura ce décalage entre le monde des magistrats et les votes populaires. On avait eu au moment de la présidentielle des sondages sur... quels étaient les votes majoritaires, quels étaient les votes qui ressortaient, les intentions de vote parmi les étudiants de Sciences Po, qui feront les magistrats de demain. Je crois que tout est dit. Ils sont persuadés d'incarner le bien et ils se servent de leur métier pour combattre le mal. Voilà, c'est très net. Et ça ne devrait pas ralentir. Je crois que les politiques doivent garder à l'esprit, pour les échéances qui viennent, qu'ils ne pourront pas passer à côté de ce bras de fer contre la justice. Alors, ça n'implique nulle violence, hein. Il y a des exemples très intéressants au Japon, en Suisse, aux États-Unis. On peut laisser le juge à une place raisonnable. Et même dans l'histoire de France, il y en a des traces. Voilà. Mais ce combat devra être mené. Ça, c'est absolument certain. Sinon, on n'en sortira pas.